Il y a eu un manga comme ça où Trump devenait un écolier au Japon et où il se retrouvait toujours tout nu à éteindre des incendies avec son zizi. Donc ça, c'est impubliable en France, par exemple. Bonjour Grégoire Hello, vous êtes directeur de la collection Kurokawa, un éditeur de manga qui publie notamment Silver Spoon, Blue Flag, One Punch Man, Full Metal Alchemist et aussi le récent Spy X Family, mais aussi les très bons Yotsuba et Ansem, qui sont dans la sélection de la petite bibliothèque idéale de Télérama.fr. Merci d'être avec nous. On va parler de manga pour enfants. J'ai peut-être une question un petit peu naïve, mais le manga pour enfants, est-ce qu'il y en a beaucoup et quel thème il aborde par rapport à la bande dessinée européenne qu'on connaît bien? Alors le manga pour enfants, c'est déjà assez compliqué à définir parce qu'il y a eu un glissement des tranches d'âge qui lisaient les mangas pour enfants, puisque aujourd'hui on a donc les mangas vraiment pour les petits, c'est-à-dire ceux qui viennent à peine d'apprendre à lire. Et très vite, vous allez avoir le gros du marché du manga qui se concentre sur les fins de primaire jusqu'à la fin du collège. Ça, c'est vraiment la cible, le cœur de cible, c'est vraiment là où il y a les plus gros titres, où il y a les plus grosses ventes qui sont. Mais depuis la fin des années 80, on a un phénomène qui fait que les enfants qui grandissent refusent de lâcher leurs séries, puisque les séries sont de plus en plus longues. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec des magazines qui sont shonen, et le mot shonen en japonais signifie jeune garçon, qui sont lus en majorité par des gens de 25 ans. Donc c'est assez compliqué aujourd'hui de définir ce qu'est le manga pour enfants. Donc en prenant la définition stricte de la publication qui s'adresse exclusivement aux enfants, il y en a aujourd'hui finalement assez peu. D'accord. Il y en a assez peu donc au Japon et il y en a assez peu en France aussi, puisque finalement cette cible est à peu près la même. On parle de la même tranche d'âge, que ce soit au Japon ou en France sur la jeunesse. Voilà. Moi, je pars du principe qu'on parle d'un manga pour enfants à partir du moment où c'est un ouvrage qu'on peut conseiller à partir de 6 à 8 ans. Voilà. Au-delà, pour moi, c'est à partir de 10 ans, on a une certaine autonomie de lecture, on est un pré-ado, et surtout, on a été, influencé soit par les grands frères, soit par les dessins animés, parce que les mangas qui ont le plus de succès sont souvent dérivés en dessins animés. Donc pour moi, vraiment, le manga pour enfants, c'est celui qu'on peut conseiller à un enfant de 6 à 8 ans. D'accord. En bande dessinée européenne, on a souvent pour les 6 à 8 ans beaucoup d'humour, un peu d'aventure. Est-ce que ce sont des thèmes ou des genres qui sont aussi exploités pour le manga dans cette cible-là? Alors oui, mais il faut vraiment être très très vigilant quand on veut publier du manga pour enfants en France, parce que le manga pour enfants au Japon, il y en a l'immense majorité de ce qu'on appelle le kodomo, vraiment les mangas pour les tout petits, les primo-lecteurs, j'ai envie de dire, c'est vraiment très inepte. Très vulgaire, alors très vulgaire, on va pas se mentir, dans la cour de l'école, pipi caca, tout le monde le dit, sauf que personne ne l'écrit en fait. Et allez, je dis encore une fois, 90% des mangas pour les petits-enfants sont impubliables en France. Françoise Dolto, elle fait des tours sur elle-même dans son cercueil à chaque fois qu'on en ouvre un. Donc il y a beaucoup, il pleut des cacas, c'est des trucs, c'est des choses qui sont vraiment très distrayantes, très déstressantes, j'ai envie de dire. Alors qu'en France, on a toujours cette volonté de faire des choses plus douces, plus éducatives, plus, on va dire, peut-être pas forcément évanescentes, mais avoir une narration un peu plus à la fois douce et recherchée. Alors que la grande majorité des mangas pour les primo-lecteurs au Japon, ça reste des petits gags par chapitre, mais aux histoires assez ineptes et surtout, d'un point de vue français, plutôt vulgaires. D'accord. Mais avec cette évolution, c'est-à-dire que depuis 15 ans, Kurokawa fête ses 15 ans justement cette année, le lectorat du manga s'est quand même ouvert, les parents en ont lu petit et peut-être en achètent aux enfants. Est-ce qu'on pourrait imaginer quand même que, au bout d'un moment, ces gags-là, aussi transgressifs soient-ils, puissent quand même arriver en France? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je ne pense pas, parce qu'il y a vraiment, même si aujourd'hui, on fête les 40 ans de Goldorak, ce qui signifie que les parents d'aujourd'hui sont les premiers spectateurs du dessin animé japonais d'hier, il y a des choses qu'on ne peut pas changer. On ne peut pas, par exemple,
acheter à son enfant un manga dont le héros, c'est Donald Trump à 8 ans, qui court tout nu dans une cour d'école parce qu'il essaye d'éteindre un incendie avec son zizi en train de faire pipi. Voilà, c'est des vrais mangas. Hein. La grosse tendance en France sociétale, c'est que les enfants sont régressifs entre eux, mais que justement, nous, on va essayer de les tirer vers le haut. D'accord. Alors, si on parle peut-être de la cible d'un petit peu après, les 8-10 ans, là, on a quand même beaucoup plus de choix. Est-ce que dans ces enfants un petit peu plus grands, qui ne sont plus que des primo-lecteurs et qui commencent à choisir eux-mêmes leurs histoires, est-ce qu'ils trouvent dans le manga des choses qu'ils ne trouveraient pas en rayon classique dans les thèmes ou dans les narrations? Ça va faire maintenant 30-40 ans que la France et justement les enfants français sont influencés par le divertissement japonais. Ouais. Donc les auteurs d'aujourd'hui ont des influences japonaises qu'on retrouve beaucoup dans la bande dessinée jeunesse notamment. Mais il reste malgré tout des choses que seuls les auteurs japonais peuvent se permettre. Mais d'une manière générale, plus que des histoires ou des concepts, je pense que ce que les lecteurs français, les jeunes lecteurs français, ne peuvent retrouver que dans le manga, c'est un aspect feuilletonnant, un rythme de lecture qui est imposé justement par la manière même dont les mangas sont produits. Il y a une narration de l'effervescence qui fait que ça fourmille d'idées, ça fourmille de détails, parce qu'on a ce chapitrage et cette compétition dans la publication du manga qui fait que tout est là. Enfin, voilà, la clé du succès, c'est vraiment le cliffhanger, accrocher l'enfant tout de suite. On n'a pas forcément le temps de poser une histoire. Une histoire se pose vraiment sur la durée, sur la longueur. Ce qu'on va vraiment trouver en manga et qu'on ne trouvera pas dans les albums BD jeunesse, c'est de grandes épopées. C'est-à-dire ce qu'on va appeler une grande épopée en BD jeunesse, ça va peut-être être 15 albums de 40 pages. Alors qu'en manga, un album fait déjà 200 pages. Donc tout de suite, vous avez comme ça des sagas qui sont 5 à 10 fois plus grandes et dans laquelle, justement, les enfants pourront se plonger et se prolonger plus longtemps, je pense. Comment vous, en tant qu'éditeur français de manga, vous dénichez ces séries-là et qu'est-ce que vous cherchez particulièrement pour publier chez Kurokawa? Il y a un concept au Japon que j'ai décidé d'appliquer en France, ça s'appelle le Kodomo Damashi. C'est l'arnaque aux enfants. On essaye justement de ne pas arnaquer les enfants et de ne pas penser qu'ils sont plus bêtes que ce qu'ils sont. Donc j'évite vraiment les histoires vraiment niaises, les histoires où tout est un peu cucu. Je cherche des histoires où il y a malgré tout un peu de drame. Alors pas des choses sordides non plus, mais je cherche vraiment à impliquer le jeune lecteur émotionnellement. Que ce soit... Ça ne veut pas forcément dire qu'on doit se retrouver avec Rémi sans famille, mais il faut qu'il soit impliqué émotionnellement, que ce soit par le rire, que ce soit par l'émotion, que ce soit aussi tout simplement par l'attachement à ce que vit le personnage. Vous évoquiez tout à l'heure dans les mangas qu'on publie, il y a le manga en scène. Bon, c'est pas un manga qui est très dramatique en soi, puisque c'est l'histoire d'une petite fille qui va commencer la danse classique, et au fur et à mesure qu'elle grandit, elle va faire des concours régionaux, etc. etc. Donc, bon, si elle perd, c'est pas dramatique. Sauf que quand on a 11 ans, et que plus de la moitié de sa vie, on a dansé et qu'on y croit vraiment, enfin, ce concours, c'est le jour le plus important de votre vie. Et c'est ce genre d'implication émotionnelle que je recherche dans un manga pour que, justement, les enfants aient une lecture passionnée. Cette lecture passionnée, elle vient aussi du fait que le manga a réussi, peut-être par sa longueur et le fait qu'il se développe sur plusieurs tomes, à parler de thèmes qui ne sont pas forcément évidents à aborder. La mort, les relations familiales, ou alors la maladie, le handicap, des passions difficiles. Dans En scène, il y a des moments très très durs, enfin très durs à cette échelle-là, à l'échelle de la danse, mais à l'échelle d'une petite fille. Est-ce que justement c'est aussi cette force du manga d'impliquer émotionnellement par des thèmes qui sont difficiles à aborder dans d'autres ouvrages? Alors, après, il faut retourner aux racines même du manga. Et c'est vrai que, par exemple, on s'étonne que le manga soit aussi violent, que ce soit émotionnellement ou que ce soit même à travers la violence graphique. Il ne faut jamais oublier que le manga, ça reste quand même un moyen d'expression qui vient d'un pays d'Asie, d'Extrême-Orient, où justement il n'y a aucune emprise à la fois de la judéo-chrétienté moderne, enfin, je veux dire, toute cette narration pour les enfants qui a été hyper aseptisée par Walt Disney, etc. Ça n'existe pas au Japon. Ce qu'il faut savoir, c'est que justement Disney est plutôt très fort chez les jeunes femmes adultes au Japon, plutôt que chez les enfants. Et justement, on n'hésite pas, dès le début, à
mettre les enfants face à la maladie, face à la mort, parce que de toute façon, ils vont y être confrontés dans leur vie de tous les jours. Et plutôt que de les préserver de ça, on va au contraire, à travers ces ouvrages, leur donner des clés de compréhension, leur dire, voilà, c'est la fatalité, on n'y peut rien, voici comment on peut malgré tout espérer continuer à vivre sans se miner la tête avec ça, parce que la vie doit continuer. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas dans le Kodomo Damashi, on n'arnaque pas les enfants, on leur dit voilà, la vie ça arrive, parfois c'est dur, mais on a quand même des petites clés fantastiques pour t'aider à t'en échapper. D'accord. Oui, c'est pour ça que finalement dans le manga il y a beaucoup de choses. Là, on parle de Hansen qui est une fiction réaliste, mais on a toute une part de fantaisie, même de grandes sagas dans des mondes imaginaires, mais qui quand même à chaque fois vont rapporter l'enfant à des problématiques de solitude, de dépassement de soi, qui sont très fortes même dans les récits d'aventure. Tout à fait, oui. Alors, à notre catalogue, on a aussi un récit qui est très intéressant, qui s'appelle Chocolat et Vanilla. C'est l'histoire de deux petites sorcières qui vont tomber sur Terre. Et donc, il y en a deux. Donc, il y a Chocolat, qui est une petite fille hyper battante, hyper énergique, qui est hyper populaire auprès des garçons. Et il y a Vanilla, qui est une timide, un peu frêle, et personne ne l'aime. Et quand elles descendent sur Terre, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que Vanilla, c'est une vraie petite fille douce, telle que la société l'attend un petit peu. Oui. Or que Chocolat, voilà, elle a une grande gueule, elle parle, elle cogne sur les garçons et tout. Donc tout le monde la déteste. Et ce renversement de rôle permet, à travers une histoire de petite sorcière, de faire comprendre aux enfants que la société va attendre des choses d'eux, mais qu'on va aussi se tromper. C'est-à-dire que c'est pas par... Voilà, tout n'est pas acquis. Et finalement, ce que l'on est et la manière dont on est perçu, il y a un référentiel derrière, autour. C'est-à-dire que vous pouvez être très bien accepté dans un endroit où justement la violence ou l'énergie est portée au nu. Et dans un autre groupe social, vous allez être complètement rejeté. Et ce genre de thématique qui est finalement le point de départ de cette histoire, je pense qu'il y a beaucoup d'enfants, notamment les enfants de 8-9 ans qui se construisent vraiment socialement. Je pense que ça a fait beaucoup d'écho auprès d'eux. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le manga a été un grand succès chez nous. Alors, vous évoquez justement ces thématiques de genre, et le manga se découpe beaucoup en shonen, jeune garçon, shoujo, jeune fille, dit-on. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que Hansen, par sa couverture peut-être un peu rose et sur les ballerines, est vraiment que destiné aux filles? Est-ce que vous avez des retours de lecteurs aussi garçons sur des séries est-ce que c'est très séparé? Alors ça dépend, mais pour parler de sexisme, et je parle de sexisme vraiment dans la racine du mot où on sépare les deux sexes, dans ce sexisme, déjà les enfants le font beaucoup eux-mêmes. C'est-à-dire que même si aujourd'hui on essaye justement de fluidifier un peu l'approche du genre, on reste malgré tout, enfin, moi j'ai un petit garçon de 9 ans, je lui ai acheté des patins à roulettes l'autre jour, je lui ai dit quelle couleur tu veux, tout mais pas rose. Voilà, je ne l'ai jamais influencé là-dessus, mais de lui-même, parce que rose, parce que les copains, ils n'ont pas de rose, etc. etc. Après, en scène, voilà, moi, quand j'ai découvert ce manga, moi je suis un bonhomme de 40 ans, je fais de la muscu et des sports de combat, et quand j'ai lu ce bouquin, j'étais vraiment accroché, quoi. C'est Rocky dans la danse, c'est-à-dire que la gamine veut gagner, donc elle va regarder, alors c'est moderne, hein, elle va sur YouTube, elle regarde comment je peux faire ce pas, machin. Ah oui, casse-noisette, c'est plutôt comme ça. Elle va faire des recherches à la bibliothèque pour voir ce qu'a voulu dire l'auteur et tout. Enfin, il y a vraiment ce côté passion, ce côté combat où c'est comme Rocky, quand Rocky va couper des arbres pour être plus fort. Elle, c'est pareil, elle va à la bibliothèque pour essayer de comprendre Tchaïkovski. Enfin, y a un vrai travail, puis elle s'entraîne, elle saigne des pieds et tout. Donc voilà, ça m'a plu et je continue à le lire avec vraiment beaucoup de plaisir parce que même si c'est pour les enfants, on retrouve dans Scène les codes de narration du drame sportif. D'accord, donc ça peut plaire aux garçons aussi. Hein. Ça peut plaire aux garçons. Il y en a beaucoup qui ne le diront pas, mais je pense qu'il y a des garçons qui lisent en scène. Voilà. Un titre qui est beaucoup plus mixte chez nous, par exemple, c'est Yotsuba. Oui. Yotsuba qui met en scène une petite fille qui débarque dans une nouvelle ville, dans une nouvelle maison, et qui ne connaît presque rien à rien, et qui, par sa naïveté, son énergie, va mettre beaucoup de bonheur et beaucoup d'humour dans ce quartier. Hein. C'est ça, voilà. Il n'y a pas d'histoire, en fait. C'est une petite fille de 4, 5, 6 ans qui arrive, et on découvre le monde à travers ses yeux. Et
Et quand on a 5 ans, tout est formidable. La farine, c'est génial, on peut faire des traces partout. Les vélos, ça brille, c'est formidable. Enfin, et du coup, elle embellit le quotidien de tout le monde. Parce que justement, elle s'émerveille de tout et elle a cet émerveillement communicatif. Et pour le coup, Yotsuba, alors c'est drôle parce que c'est pas forcément un manga vers lequel les enfants vont d'eux-mêmes. Il y a un côté petit Nicolas avec Yotsuba. C'est vraiment, ça ravit et ça émerveille les parents qui du coup veulent absolument le faire lire à leurs enfants. Donc pour le coup, c'est un manga que les parents conseillent aux enfants après s'en être emparés et après l'avoir lu avec délectation parce qu'effectivement, il y a énormément d'anecdotes hyper chou, hyper mignonnes parce que dans sa bouche, on retrouve un petit peu les expressions amusantes que peuvent avoir les enfants de par leur naïveté ou leur méconnaissance des us et coutumes quotidiens. Est-ce qu'on peut lire un manga à son enfant comme on lit une bande dessinée, comme on lit Tintin à son enfant? Alors le format n'est pas très pratique, mais alors c'est pas très que pratique, ça marche? mais moi je l'ai fait. Moi je l'ai fait. Quand mon fils avait 6 ans, il commençait le judo et donc j'ai lu Judo Boy. Voilà. Alors c'est un manga pour les enfants, mais c'est un manga pour les enfants qui date des années 60. Donc ça reste très... c'est dur, hein. Premier chapitre, Judo Boy, son père c'est un grand maître en arts martiaux. Premier chapitre, il se fait un duel avec un autre maître en arts martiaux, il meurt. Et donc il est en train de mourir, il fait « Ah mon fils, tu dois me venger !» Voilà. Et donc après l'histoire, c'est Judo Boy traverse tout le Japon et il doit absolument venger son père. Et donc il fait des combats d'arts martiaux, etc. etc. Alors c'est assez daté déjà graphiquement, c'est des grands coups de pinceau, etc. Et tout, mais ça a vraiment beaucoup impressionné mon fils. Et je pense que justement, on l'a lu ensemble, mais il ne l'aurait pas lu seul. Voilà. Et oui, je pense qu'on peut vraiment faire la lecture du manga parce que justement, le manga, c'est très graphique. C'est pour être un peu technique, le manga, ça ressemble presque à un storyboard. C'est-à-dire que c'est moins foisonnant en termes de texte. L'action est beaucoup plus étalée. Donc, on peut le lire à un enfant et même à un petit enfant parce qu'il va pouvoir de lui-même, avec le doigt, suivre l'action. L'action est, comme il y a plus de pages, une action est beaucoup plus découpée que dans une bande dessinée. Et ça permet justement à l'enfant de suivre à son rythme une action, en fait. Est-ce que ça peut être une porte d'entrée vers la lecture? C'est une question qui a été beaucoup posée, le fait que ça se lit dans un sens qui n'est pas le nôtre, hein, dans l'autre sens, entre guillemets. Est-ce qu'un enfant qui apprendrait à lire peut apprendre à lire avec un manga sans problème? Il y a quelque chose que j'aime beaucoup faire, c'est tenir le stand au Salon du Livre, à Paris, et forcément à Montreuil aussi. Et j'adore, parce que les gens ne savent pas qui je suis, j'adore un peu écouter les gens. Voilà. En 2006, un de mes tout premiers salons du livre en tant que Kurokawa, une petite fille prend un manga pour les petites filles et ses parents lui disent « Ah non, non, tu ne vas pas acheter ça, on va acheter un vrai livre. » Donc, entre guillemets, un livre avec des images, sans images, avec que du texte, etc. La même scène, alors pas les mêmes gens évidemment, mais la même scène en 2013-2014, une petite fille vient, elle demande des mangas à ses parents et la mère achète, elle n'est pas très convaincue, mais fait « Au moins elle lit ». Donc il y a une vraie évolution et c'est vrai que le manga est une lecture comme une autre et je ne vois pas pourquoi le manga serait moins noble que la bande dessinée par exemple ou qu'un livre d'images. Parce qu'après tout, on reste sur quelque chose, c'est des images avec du texte. Sauf que le texte, au lieu d'être en bas, il est en haut. Et alors après, pour ce qui est de la question de la lecture de droite à gauche et non pas de gauche à droite, ben justement, le cerveau des enfants est beaucoup plus souple que celui des parents. J'ai beaucoup plus de lecteurs adultes qui refusent de se mettre au manga, soit parce que c'est noir et blanc, soit parce que c'est à l'envers, que d'enfants. On peut peut-être dire, pour conclure un petit mot sur Pokémon, vous êtes aussi l'éditeur de Pokémon La Grande Aventure. C'est une des plus grandes licences, en tout cas connue des enfants. Est-ce que ça se gère aussi facilement quelque chose de plus intime que Yotsuba, comme Yotsuba ou qu'en scène, cette grande saga? La manière dont on travaille le manga Pokémon est très différente de tous les autres mangas. Parce que quand vous sortez un manga, votre rival, c'est un autre manga. Vous sortez Yotsuba, mon concurrent, ça va être un autre manga, soit avec un chat, soit avec un truc, etc. Pokémon, j'ai pas besoin de faire de la pub de Pokémon. Tout le monde connaît, c'est la plus grosse licence du monde, ça fait des milliards, c'est plus gros que Star Wars, etc. Bref, j'ai pas besoin de faire de la pub pour Pokémon. Mais mon rival, quand je sors le manga de Pokémon, ben, c'est le jeu de cartes, c'est la peluche, c'est le t-shirt, parce que l'enfant, ou même le parent, a un budget limité. Donc l'enfant a 10 €. Est-ce qu'il va mettre 10 € dans mon livre? Est-ce qu'il va mettre 10 € dans une carte? Est-ce qu'il va mettre 10 € dans une peluche? Voilà, parce qu'il veut Pokémon déjà. Donc qu'est-ce qu'il va prendre en tant que Pokémon? D'accord.
Merci beaucoup, Grégoire Hello, d'avoir répondu Merci à de toutes votre nos invitation. questions. On retrouve Yotsuba et Ansem dans la sélection de la petite bibliothèque idéale de Télérama, en très bonne compagnie, puisqu'il y aura aussi l'Atelier des sorciers, Nausicaa ou Magus of the Library. Retrouvez tout ça sur télérama.fr. Merci.